Bonjour, bienvenue dans ce module consacré à la partie énergie, matière et rayonnement. Dans cette partie, nous n'allons pas aborder les transferts entre systèmes macroscopiques, mais nous intéresser à des systèmes bien plus petits. Atomes, molécules, ions, noyaux d'atomes, nous allons parler de transferts quantiques d'énergie. Ce qu'il faut retenir, petit retour déjà en classe de première et extension aux notions de la classe de terminale. En classe de première, vous avez appris à répondre à cette question. Que dire des niveaux d'énergie d'un atome? Un atome, c'est-à-dire un système noyau-électron, ne se comporte pas comme un système Terre-satellite où toutes les orbites sont possibles pour le satellite et donc toutes les énergies cinétiques potentielles sont possibles. Un système noyau-électron dispose de niveaux d'énergie quantifiés que l'on peut représenter sur un diagramme de la manière suivante. Le niveau d'énergie le plus bas correspond à l'état fondamental de l'atome. Par un apport discret d'énergie, il est possible de faire passer un électron vers une couche plus éloignée du noyau et obtenir un atome dans l'état dit excité. Puis si l'apport d'énergie est suffisant pour expulser un électron des couches externes de l'atome, dans ce cas, on parle d'état ionisé. Eh bien, comme les atomes, toutes les molécules, les ions et les noyaux possèdent des niveaux d'énergie quantifiés. Simplement, les différences entre ces niveaux d'énergie ne sont pas du même ordre de grandeur. De l'ordre de 10 mégaélectronvolts dans le cas du noyau, de l'ordre de 10 électronvolts pour les électrons des couches internes d'un atome, 1 électronvolt pour les électrons de valence, électrons qui sont impliqués dans les liaisons, du dixième d'électronvolt lorsqu'il s'agit de transfert d'énergie occasionnant des vibrations au sein d'une molécule, des rotations autour des liaisons au sein d'une molécule, et de l'ordre du millième d'électronvolt lorsqu'il s'agit de faire tourner une molécule sur elle-même. Si bien que lorsque l'on essaie de dessiner le diagramme énergétique d'un atome au sein d'une molécule, la représentation serait plutôt la suivante. Finalement, l'écart entre les niveaux d'énergie est tellement faible lorsqu'il s'agit de transfert d'énergie occasionnant des vibrations au sein des liaisons d'une molécule, que lorsqu'on en réalise un spectre, on n'obtient pas un spectre de raies, mais plutôt un spectre de bandes. Il n'est pas possible, en effet, de distinguer les différentes raies correspondant à ces transferts d'énergie vibrationnelle à l'échelle du spectre. Intéressons-nous au domaine associé à ces transferts d'énergie en électronvolts. Eh bien, lorsqu'il s'agit de transferts impliquant des vibrations ou des rotations de molécules, on est bien dans le domaine de l'infrarouge. 10-1 électronvolt, 10-3 électronvolts tombent dans ce domaine. S'il s'agit de transferts d'énergie impliquant des électrons des couches internes ou des électrons de valence d'un atome, alors il s'agit du domaine visible. Et puis, comme vous l'avez vu en classe de première, lorsqu'un noyau est excité et se désexcite, il est émetteur d'un rayonnement gamma, domaine bien plus énergétique que les précédents. Alors, autre point abordé en classe de première, ondes et particules associées. Vous avez abordé la dualité onde-particule concernant la lumière. En effet, la lumière peut être considérée comme une onde ou comme une particule. Elle peut être décrite donc comme composée de quanta d'énergie appelées photons. Ces photons ont une masse nulle, une vitesse correspondant à la célérité de la lumière dans le vide, et un photon associé à une onde électromagnétique de fréquence nue, de longueur d'onde lambda, a une énergie, alors non pas 1,5 de mv carré, puisque le photon n'a pas de masse. On lui associe l'énergie h nu, où h désigne la constante de Planck. Si l'on considère la lumière comme constituée de photons, on peut donc associer à cette particule une quantité de mouvement. Voilà la nouveauté de la classe de terminale. Vous allez apprendre que la valeur de la quantité de mouvement d'un photon est égale à h sur lambda, où h désigne la constante de Planck, lambda la longueur d'onde de la lumière dans le vide. On peut aussi écrire h nu sur lambda, où nu représente la fréquence de l'onde et c'est la célérité de la lumière dans le vide. Au final, ces deux relations nous permettront d'interpréter des phénomènes comme l'effet Compton ou l'effet photoélectrique, nous en reparlerons, dans différentes applications. Alors, mais si on peut associer à une onde une particule, on s'est demandé si on ne pouvait pas réaliser l'inverse. En effet, il est possible, pour une particule matérielle de quantité de mouvement P, de lui associer une onde de longueur d'onde lambda. La longueur d'onde lambda, si on reprend l'expression précédente, on peut l'écrire h sur P,
soit P égale H sur lambda, relation appelée relation de Louis de Broglie. La vérification expérimentale de cette relation a été réalisée au travers de différentes expériences, dont notamment celle de diffraction par un cristal d'un faisceau d'électrons. C'est le modèle ondulatoire donc associé à une particule qui permet d'interpréter ce phénomène. Alors dans ce module consacré à énergie, matière et rayonnement, nous allons nous intéresser à une application particulière de la dualité onde-particule dans le cas de la lumière. Le laser. Laser, dont le nom vient de l'acronyme anglais signifiant en français amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. De quoi s'agit-il? Vous le savez, lorsqu'un atome est dans un niveau d'énergie inférieur, il est possible de le faire transiter vers un niveau supérieur par absorption de radiation. Il est possible de réaliser la transformation inverse, passer d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur par émission spontanée de radiation. Le concept d'émission stimulée, établi par Einstein en 1917, est le suivant. Lorsqu'un atome se retrouve dans un état excité, il est possible, sous l'impact d'un photon, de le faire transiter vers un niveau d'énergie inférieur. L'émission stimulée par un photon de même fréquence que celui qui occasionne une absorption permet d'émettre un photon ayant la même fréquence, la même direction, la même phase que le photon incident. Suite à l'émission stimulée, l'énergie émise par l'atome est transférée à l'onde qui se trouve amplifiée. En fait, absorption et émission stimulée sont en concurrence. En effet, l'onde n'est vraiment amplifiée que si les atomes excités sont plus nombreux que les atomes dans l'état fondamental. Sur l'exemple ci-dessous, un photon qui rencontrerait une vapeur d'atomes avec un nombre d'atomes dans l'état fondamental plus important que dans l'état excité se trouverait probablement absorbé. La probabilité d'absorption diminue considérablement au profit de la probabilité d'émission stimulée si l'on est capable de réaliser une inversion de population. Inversion de population qui permettrait au photon de déclencher une émission stimulée et, par des excitations, d'obtenir une onde amplifiée. Prenons un exemple d'inversion de population réalisé dans un laser classique hélium-néon. Un laser classique hélium-néon est constitué d'une cavité dans laquelle une vapeur de gaz, d'hélium et de néon, se trouve soumise à une décharge électrique réalisée entre les électrodes reliés à un générateur, une alimentation haute tension. Aux extrémités de la cavité, on trouve un miroir totalement réfléchissant et un miroir partiellement réfléchissant. Nous reviendrons sur leur rôle tout à l'heure. Illustrons ce qui se passe sur un schéma énergétique simplifié de l'hélium et du néon. Eh bien, la décharge électrique entraîne une excitation des atomes de néon, opération que l'on appelle pompage. Par collision avec des atomes de néon, il est possible de faire passer le néon à un niveau d'énergie supérieur, réalisant ainsi un processus que l'on peut décrire suivant l'équation suivante, et donc une inversion de population des atomes de néon au niveau E2 qui peuvent subir ensuite une émission stimulée. Finalement, pompage et collision entraînent une inversion de population dans un milieu appelé milieu actif. Ce milieu actif est enfermé entre deux miroirs, l'un totalement réfléchissant, l'autre partiellement réfléchissant. Une émission spontanée de photons peut ne pas engendrer d'émission stimulée. Mais si le photon est émis dans une direction correspondant à la direction de l'axe de la cavité, la réflexion sur le miroir peut engendrer une succession d'émissions stimulées et par suite une amplification de l'onde à chaque aller-retour. Le miroir partiellement réfléchissant, donc semi-transparent, laissant sortir une partie de l'onde. L'animation suivante illustre mes propos de manière dynamique. Je crois qu'elle se passe de commentaires.
Voilà, vous l'aurez compris, à chaque aller-retour, l'onde se trouve amplifiée. Finalement, grâce au pompage optique et à l'inversion de population, si celui-ci est maintenu, il est possible d'obtenir dans la cavité un oscillateur optique entretenu. Il suffit simplement que l'énergie perdue suite à l'émission de lumière à travers le miroir semi-transparent devienne égale à l'énergie fournie par pompage optique pour obtenir un régime stable. Alors, les applications de cette lumière laser sont nombreuses et elles sont dues aux différentes propriétés de cette lumière, propriétés que nous allons envisager maintenant. Première propriété, un faisceau laser est très directif. Comme l'illustre le schéma, si l'ouverture est de l'ordre de 1 mm pour le laser, à 100 mètres, on obtient une tâche de diamètre d'environ 10 cm. Deuxième propriété, elle est liée à la précédente. Un faisceau laser est très intense puisque l'énergie rayonnée peut être concentrée sur une petite surface, contrairement à une lampe à incandescence qui émettrait dans toutes les directions. On dit que la lumière laser présente une forte concentration spatiale. Il est également possible de concentrer cette émission de lumière sur un intervalle de temps très court et de réaliser ce que l'on appelle des lasers à impulsion. Ces lasers à impulsion sont donc d'une grande puissance dont les applications, là aussi nous y reviendrons, sont par exemple le découpage de matériaux, découpage qui s'avère extrêmement précis. La lumière laser présente aussi une grande cohérence puisque les photons émis par émission stimulée sont en phase avec les photons incidents. Propriété qui permet d'observer en utilisant la lumière laser des phénomènes de diffraction ou d'interférence très facilement. Enfin, la lumière laser est monochromatique. À noter que la grande cohérence de la lumière laser peut entraîner des interférences à l'intérieur même de la cavité, puisque les différents allers-retours effectués par les ondes entre les deux miroirs peuvent entraîner des déphasages constants, mais qui peuvent entraîner des interférences pas nécessairement constructives. Finalement, la cavité n'amplifiera de manière constructive que les ondes dont la longueur d'onde vérifiera la relation 2L, distance aller-retour, égale k lambda. Voilà, fin de ce module. Nous nous retrouverons pour réinvestir les notions abordées dans ce module. Au revoir.